Bonjour à tous, Claire Debert, directrice des partenariats du développement. Merci d'être avec nous, étudiants, agences, entreprises. En fait, j'ai souhaité faire un moment donné, de ce moment de la journée qui est axé sur le sourcing des talents de Strat et l'opportunité pour vous, entreprises et agences, de dénicher la petite perle rare du futur stagiaire qui vous ira bien. De prendre un moment pour parler d'une autre facette de la vie de Strat, qui est absolument clé aussi, qui sont les partenariats industriels qu'on organise avec nos entreprises bien-aimées. Et j'ai trouvé que pour parler de ces partenariats, qui sont aussi d'ailleurs l'occasion de sourcer des talents, puisque finalement, quand vous vous engagez dans un partenariat, vous voyez les étudiants à la manette, et il n'y a pas mieux pour identifier qui pourrait prolonger un projet avec vous chez vous. Et du coup, j'ai trouvé que ce serait intéressant de convier la parole de nos entreprises partenaires qui nous suivent et nous connaissent, parce que ce sont eux nos ambassadeurs naturels et ce sont sans doute nos meilleurs ambassadeurs pour valoriser et parler, et expliquer et témoigner de ce qu'on fait avec eux depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc je vais laisser à chacun le soin de se présenter sa fonction, et puis on embrayera sur le sujet de la table ronde, qui est finalement de se dire en quoi Strat, c'est aussi un laboratoire d'innovation pour les entreprises. Bonjour à tous, Morgan Joubert, donc je suis designer IHM chez Stellantis. Dans cette entreprise, je suis sur le plateau UX City, donc c'est un plateau dédié à la méthode UX avec tous les métiers confondus qui se rapportent à l'IHM, à l'interface dans nos véhicules et au cockpit. Et je suis dans une petite équipe qui s'appelle UX Lab, donc laboratoire sur l'UX, qui a pour but de dénicher les meilleures technologies pour proposer la meilleure expérience utilisateur dans nos véhicules et autour de nos véhicules et de nos solutions de mobilité. Je suis Philippe Herbert, je suis chez Arfan 3D. Alors Arfan 3D, c'est un petit peu une longue histoire. C'est une question qu'on s'est posée il y a de nombreuses années, c'est comment est-ce qu'on est capable d'apporter l'image 3D, mais à peu près sur tous les supports et entre autres les IHM, les interfaces homme-machine. Bonjour à tous, Jean-Patrick Favier, je suis UX leader chez Valeo, designer produit, je fais l'UI aussi. Je travaille au sein d'un laboratoire d'innovation interne à l'entreprise qui s'appelle le CarLab. La majeure partie de nos activités sont faites autour du véhicule autonome et l'expérience de vie à bord dans le véhicule autonome. Voilà. Je voudrais juste préciser que Jean-Patrick est aussi là parce que c'est un ancien Stratos et que du coup, je trouvais intéressant d'avoir la double lecture et le double point de vue de Jean-Patrick, designer formé par Strat, aujourd'hui chez Valeo. Bonjour à tous, donc moi Laurent Michelin, je suis directeur du design chez Bouygues Immobilier. On travaille avec Strat depuis quelques années. Strat a commencé à accompagner notre programme d'intrapreneuriat. Donc on avait besoin d'intégrer en fait les méthodes de design thinking très en amont, il y a 5 ans à peu près, 5-6 ans. Et récemment, en fait, la direction d'innovation s'est complètement réorientée vers le design parce qu'en fait, la direction d'innovation était beaucoup plus centrée sur des sujets du digital. Et comme on est un métier où on fait quand même beaucoup de design d'espace, on s'est dit que l'innovation était beaucoup plus pertinente lorsqu'elle était orientée par le design. Et donc, on a renforcé en fait le design chez Bouygues Immobilier. On est le premier promoteur à avoir créé une direction du design et en l'occurrence on a renforcé aussi les projets de partenariat avec Strat en les impliquant sur beaucoup plus de projets menés et j'y reviendrai peut-être par la suite. Du coup, j'avais envie de démarrer en disant, dans le fond, quand on va voir une école de design, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qui fait qu'on se tourne vers une école ? Peut-être une notion un peu bizarre, mais je dirais désapprendre, dans le sens où on est coloré par notre entreprise, par les activités qu'on mène. Voilà, moi ça fait 8 ans que je travaille sur la problématique du véhicule autonome. J'ai fait le calcul ce matin, ça m'a fait bizarre. Mais forcément, on a cette coloration de pour qui on travaille, les objectifs, les missions, etc. Ce qui du coup les étudiants ne vont pas avoir. Donc quelque part, je dirais, on va presque aller chercher le talent brut du designer avant qu'il ait sa couleur d'activité et d'expérience dans son domaine qui sera le sien dans l'entreprise après. Je dirais 3 choses essentielles en fait. C'est la créativité. Alors ça va un peu avec désapprendre parce qu'a priori, elle serait inversement proportionnelle à l'âge. Donc le jeune âge fait qu'on est aussi, on s'affranchit. Et j'ai bien aimé en fait une discussion qu'on a eue récemment où on avait notre directrice de la communication qui disait mais pourquoi j'aurais intérêt d'aller chercher une école de design plutôt qu'une agence ?
Et la réponse que vous avez faite à ce moment-là était intéressante, c'est que vis-à-vis des agences, on a une obligation, on demande une obligation de résultat. Alors qu'à une école de design, comme vous êtes en formation, on va demander une obligation de moyens, c'est-à-dire on va demander beaucoup d'énergie, d'engagement, mais on ne va pas vous demander forcément d'avoir le résultat qu'on escomptait au délai escompté. Donc ça donne une liberté de créativité qui va au-delà de ce qu'on peut faire avec des agences, soit de design, soit d'architecture. Et puis ce regard nouveau et la liberté et aussi l'audace, parce que parfois les étudiants ne répondent pas au brief qu'on a donné. Mais le fait de ne pas répondre, c'est déjà pour nous très enrichissant parce que ça peut être un peu non, mais c'est un peu débile ce que vous demandez de faire. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Et s'il y en a plusieurs, parce qu'il y a l'effet masse aussi, hein, il y a beaucoup d'étudiants qui sont impliqués dans les projets. S'il y en a plusieurs qui nous disent ça, c'est un signal faible qu'il faut écouter. Donc moi, je dirais en 3 mots, c'est la créativité, l'audace et puis l'effet volume qui est important. Merci Laurent. Qui veut compléter? Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on attend? Beaucoup de choses ont été dites et elles sont très justes. En fait, par expérience, c'est véritablement ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir, et je reprends un petit peu le côté recherche de créativité, mais aussi cette petite partie un petit peu, alors je dirais pas de désobéissance, mais pas loin, de dire je ne vais pas forcément répondre à ce que tu attends, parce que je juge que c'est pas bon, parce que j'ai une autre histoire, parce que j'ai envie de proposer autre chose. Et ce regard-là est vraiment important de le prendre en compte, parce qu'effectivement, on a cette habitude un peu du vieillissement, c'est ça, où on est dans un espèce de train-train et on a des préconçus. C'est-à-dire qu'on décide des choses et on dit de toute façon c'est comme ça et ça a toujours été comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir ce changement, cette bascule et ce côté qui est un peu piquant. Et en plus, on prend assez peu de risques parce qu'on est en face d'étudiants. Donc en fait, d'une part, on n'a pas à juger et eux n'ont pas non plus à juger nos expériences. Donc on a une relation qui est relativement neutre sur cet échange. Et ça, c'est quelque chose de très très riche. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Et dernier complément peut-être de mon point de vue, c'est aussi dans cette liberté, on va chercher nous-mêmes aussi une liberté pour aller présenter des choses en décalage en interne de l'entreprise qu'on n'aurait peut-être pas imaginé d'une part au début. Et en plus, qu'on s'autorise à les présenter parce qu'on peut le justifier en disant c'est le travail qu'on a fait avec une école, avec des étudiants. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous plaire, il y a peut-être des remises en question ou des points de vue qui ne sont pas ceux qu'on a habituellement dans l'entreprise, mais il nous a semblé intéressant de les écouter et de vous les apporter aussi. Du coup, j'ai envie de rebondir en disant effectivement ce que vous dites dans ces remarques générales est très intéressante. C'est au regard de ce que vous avez vécu, donc j'imagine qu'il y a des projets, des attitudes, des comportements, des livrables, des résultats qui vous ont amené à apprécier cette audace et cette liberté de penser. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous parler d'un projet qui permettrait d'illustrer en fait cette marque de fabrique de l'étudiant de Strat qui arrive et qui prend un sujet? Cette expérience-là, on l'a énormément vécue au moment de Marque France, où Marque France c'était vraiment le travail sur la position de la Marque France, mais aussi de nos produits, de notre produit. Or, au début, on était plus sur un peu un positionnement d'image. Et en fait, il s'est avéré que le positionnement était complètement différent. On s'est retrouvé avec globalement une marketplace. En fait, les étudiants n'ont pas repensé une image, mais ont repensé la manière dont nous, on devait diffuser nos produits, dont nous, on devait penser la manière dont on s'adressait à nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui est surprenant parce qu'en venant uniquement sur une partie design, et pourtant en venant de l'image nous-mêmes, on était plutôt en attente d'avoir de l'image. Or, on a eu quelque chose de totalement différent. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on avait commencé à penser, mais qu'on n'avait pas réfléchi, qu'on n'avait pas abouti, qu'on n'avait pas cherché, mais 1 an ou 2 ans avant. Puis on s'était dit, non, c'est pas pour nous, ça sert à rien, c'est pas quelque chose d'intéressant. Et là, on s'est retrouvé avec une équipe d'étudiants qui a dit, mais ce sujet-là, c'est un sujet qui est évident pour nous, alors qu'on n'avait pas du tout parlé, qu'on avait éventuellement pensé à ça, mais c'était vraiment très lointain, et qui ont fait une recherche de leur côté, très poussée, sur la manière dont on allait pouvoir amener nos clients à utiliser nos outils à travers un système de marketplace et de plateformes collaboratives. Et ça, c'était quelque chose d'assez surprenant, parce que ce n'était pas du tout notre attente, et en fait, ça nous a poussé à réfléchir sur comment est-ce que nous, on envisageait aujourd'hui notre produit. Notre produit, on le connaît, on le maîtrise, on sait très bien comment il est, mais comment est-ce que nous, on doit l'envisager vis-à-vis de nos utilisateurs?
Comment est-ce que demain, nos utilisateurs vont se poser cette question-là? Or, nous, dans notre train-train quotidien, dans notre façon de travailler, dans notre façon de penser, on n'avait pas envisagé de se dire cette solution-là, c'est quand même aujourd'hui la meilleure. Et en fait, on est très loin du design tel qu'on l'imagine, tel qu'on nous le vend, une belle image. On est dans une réflexion aboutie de déplacer, d'emmener un produit, d'emmener quelqu'un qui va vendre quelque chose, qui va faire apprécier sa solution à d'autres. Et ça, c'est vraiment fondamental en termes de démarche, de sortir de quelque chose qui est établi et d'aller vers quelque chose qui est en plus, qui donne une vision qui est totalement différente. Et quelque part, on a énormément travaillé sur ce sujet-là ces derniers mois, et donc je pense que c'est des orientations qu'on va prendre assez rapidement. Alors peut-être ce qui serait intéressant de voir, c'est justement la particularité finalement de Strat, et comment tu situes Strat par rapport à l'écosystème des écoles de design, puisque tu m'as dit que tu pratiquais d'autres écoles, et donc ça pourrait être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Oui, alors je vais me raccrocher à mon expérience et ma connaissance d'étudiant de Strat aussi, et je dirais les 5 ans avant Strat pour moi, mais 5 ans pendant et mes 5 ans après, parce que moi, je me suis intéressé à Strat, j'étais en 6e, j'avais déjà envie d'y aller. Je savais déjà ce que je voulais faire, donc je m'y suis intéressé avant. Quelle était la couleur de Strat à l'époque où je l'ai vécu? Vraiment la force de cette école pour moi, il était dans la conception du produit, dans la formalisation des choses, dans la mise en scène du produit. Et c'est quelque chose pour moi qui est resté, qui est particulier à cette école. Voilà. Et ce que je vais apprécier, c'est un peu cette sensation de limite qu'il va y avoir et qu'on peut sentir des fois avec des étudiants qui vont pousser des fois à l'extrême un peu la fonctionnalité et qui vont quelque part être plus limite sur la partie peut-être esthétique des choses. Et de l'autre côté, des fois des étudiants qui vont pousser davantage le côté esthétique et être un petit peu plus faibles sur la partie fonctionnalité. Donc l'un et l'autre va être des fois un peu toujours à cette limite-là. Mais qui dit aller à la limite, dit proposer des choses un peu extrêmes et du coup amener une certaine provocation. Je reviens un petit peu sur les remarques précédentes, qui est aller sur un territoire où je ne m'y attendais pas. Donc du coup, il y a ce côté-là qui est un petit peu différent pour moi et particulier un petit peu à Strat. Ok. Laurent, du coup, est-ce que tu veux illustrer en fait les valeurs et l'attitude et les qualités qu'on a mis en avant dans le démarrage du débat autour d'un projet en particulier qui t'aurait marqué? Oui, alors des projets, on en a mené pas mal l'année dernière. On a eu le sujet Marque France, en fait, où on se demandait finalement quel était le marqueur d'un quartier à la française, et la réponse que les étudiants nous ont donnée, c'est finalement l'artisanat. Moi, ça m'allait bien en fait de dire tiens, l'artisanat. J'étais le premier à essayer de me battre contre des solutions technologiques appliquées forcément, partir d'une solution technologique dans l'immobilier pour aller les développer et trouver les usages. Et là, on me sort ce qui représente le plus la France, c'est l'artisanat. J'étais content d'entendre ça et d'entendre que c'était finalement des jeunes qui avaient fait pareil des observations puis qui véhiculaient un peu leur passion. On a eu un sujet très, très sympa aussi sur l'expérience piéton, comment améliorer l'expérience piéton. Et je me souviens d'angles de vue, d'attaques complètement différents de ceux qu'on avait imaginés nous, qui était par exemple d'utiliser les différentes périodes de la saison ou les différentes conditions climatiques pour forcer les gens à sortir, notamment avec des changements de couleur, de matériaux qui, sous la pluie, pouvaient changer de couleur. Donc ça donne envie d'aller les voir, ces couleurs qui changent. Donc de sortir quand il pleut, voilà, c'est des leviers qu'on n'avait pas du tout identifiés. Et puis on a eu un sujet très intéressant sur l'habitat inclusif, comment faire en sorte que l'habitat inclusif soit plus inclusif, que l'habitat soit plus inclusif. Et donc on nous a proposé 5 échelles de réflexion, de la rue en allant jusqu'au logement. Et dans la restitution, en fait, on a commencé par le logement et il y avait l'urbaniste qui avait dessiné finalement tout le logement. Et il a été interpellé par le fait qu'on commence par le logement pour aller dans la rue, parce que lui fait l'inverse. Et donc l'urbaniste pose la question, mais pourquoi vous faites ça? Et la réponse qui avait été donnée était très intéressante. Je dis, mais parce que monsieur, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'espace à proximité de la personne. Et c'est pas de partir de ces grands espaces de la ZAC, finalement, c'est de faire le cheminement inverse, qui est de partir de l'homme, et avec un grand H, et de ses interactions avec les espaces qu'il a
à proximité, et donc à proximité, forcément, son logement, il l'a plus souvent que la rue. Voilà, c'est des choses comme ça qui nous interpellent. Et oui, les valeurs de l'école, je disais, c'est un peu l'audace, c'est cette créativité, ce volume aussi, les rendus sont exceptionnels. Donc on les utilise, nous, pour des projets immobiliers aussi. Hein. Voilà. L'habitude de travailler avec les entreprises aussi. On voit que c'est structuré, que c'est cadré. Vous avez des interfaces, vous avez ce genre de réunions qui permettent d'organiser la relation avec les entreprises. Et ça, c'est plutôt intéressant. Comment on concilie en fait cette liberté et cette audace et l'atterrissage dans la vraie vie d'une entreprise? Comment en fait les projets des étudiants, c'est pas juste simplement, j'espère, des moments audacieux et des bulles de créativité, mais c'est quelque chose qui sert concrètement l'entreprise, sa roadmap stratégique, qui la rencontre et qui permet d'aller plus loin. Donc ma question, c'est comment vous prolongez, en fait, ce que nous, on ne voit pas forcément toujours, derrière le magnifique rendu, derrière ces moments voilà, où on est tous extrêmement heureux d'avoir partagé quelque chose. Comment ça vit derrière? Comment ça se passe? Oui, alors, avant de parler de ce qui se passe après, je pense que pour nous, en tout cas, c'est important de parler aussi de ce qui se passe avant. C'est-à-dire que les sujets qu'on propose à l'école, on essaye dès le début aussi de les orienter avec des choses qu'on a en tête, qu'on va devoir travailler pour avoir déjà des premiers leviers, des premières opportunités de pouvoir réinjecter tous les travaux qu'on fait avec les étudiants dans les travaux qui vont arriver ensuite chez nous. Et donc ensuite, quand on travaille ensemble, on essaye d'accompagner aussi les étudiants et les encadrants pour que les thématiques, sans trop brider la créativité justement dont on parle beaucoup et la liberté, d'essayer d'orienter vers quelque chose qu'on saurait appréhender dans l'entreprise. Et ensuite, il y a un gros travail derrière qui est de partager tout ça en interne de l'entreprise avec les autres collègues, qu'on l'ait tous plus ou moins en tête, que quand on voit passer un sujet qui pourrait s'imprégner ou s'inspirer de ce qui a été fait avec des étudiants, on puisse ressortir les projets de nos stocks de projets avec toutes les écoles. Et également, de temps en temps, et donc ça, c'est un sujet qu'on est en train de travailler aussi chez nous cette année, de temps en temps, faire la synthèse de l'ensemble de ce qui a été produit avec les étudiants à travers, par exemple, des visions scénarisées pour pouvoir les partager avec l'ensemble de l'entreprise, avec l'ensemble du réseau, des écoles, etc. Pour aussi, de temps en temps, se rappeler, ressortir la tête de l'eau, se rappeler les grandes étapes et les grands projets qui ont été réalisés ensemble, quoi. Philippe, tu veux atterrir sur ce sujet de l'atterrissage, justement? Alors, l'atterrissage est intéressant parce que nous avons fait l'expérience aussi d'accueillir quelqu'un en stage de fin d'année. Donc en fait, l'intégration s'est faite de façon très très fluide. Parce que d'une part, on avait déjà un peu pratiqué Strat et la façon de fonctionner. Et l'intégration s'est faite quasiment naturellement avec nos équipes. Donc c'est vrai qu'on a une équipe où on a une partie de développeurs, une partie de créatifs. Donc c'est relativement facile à intégrer. Mais on sent vraiment qu'il y a un travail collaboratif qui est très rapidement mis en place. C'est-à-dire que la manière dont l'étudiant s'est intégré dans l'entreprise, on sent vraiment qu'il y a une pratique. Il y a une pratique d'échange, il y a une pratique de collecte d'informations, et il y a une pratique de traitement de cette information et de la mise en place. Et aussi un énorme partage. Ce qui est très intéressant, c'est que sa vision ou les méthodes qu'il a appris, entre autres à l'école ou dans ses différents cursus, il a cette capacité de les transmettre. Alors, ça peut être des problématiques humaines, mais c'est aussi des problématiques de formation. C'est-à-dire que la formation aussi induit ce type de choses, de transférer, de transmettre complètement son savoir-faire et de pouvoir le partager. Et ça, c'est vraiment véritablement important dans une entreprise, d'autant plus quand elle est petite, parce que de toute façon, les ressources sont aussi comptées et que les investissements sont faits de part et d'autre. Donc, il faut pouvoir les partager et ça, c'est indispensable. Donc, on a une très, très bonne transition qui s'est très, très bien passée et qui continue d'ailleurs à bien se passer. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit différent avec d'autres étudiants. Alors, en plus, petite information, il y a une très, très bonne exigence sur les rendus, mais il y a aussi une très, très bonne intégration de la pratique et de la technique. Il y a un très bon niveau de technicité et un très bon niveau de polyvalence.
Parce que des fois, on est capable de se retrouver avec des gens qui sont extrêmement pointus dans des domaines, mais dès qu'on les sort de leur zone de confort, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à s'adapter, qui prennent beaucoup de temps. Or là, on a vu cette capacité à s'adapter très rapidement à différents supports, à différents médias, à différents discours et à différentes manières de travailler. Et ça, c'était vraiment, vraiment extrêmement riche. Ok. Jean-Patrick ? Ouais, je compléterai un tout petit peu ce que dit Morgane, dans le sens où, vous inquiétez pas, tout ce que vous faites n'est absolument pas perdu. Je pense que, je sais pas si Morgane, toi tu as vécu ça, mais je pense qu'on le vit tous en tant que designer. Il y a des moments dans notre vie où on voit des choses sortir d'entreprise, peut-être avec lesquelles on a travaillé un moment en tant qu'étudiant, des partenariats ou quoi que ce soit. C'est pas étonnant, je pense, si quelques années plus tard, voire ça peut être 5 ans, 10 ans des fois, avoir l'impression de retrouver un truc sur lequel on a déjà travaillé, on a déjà fait des propositions en tant qu'étudiant, c'est pas pour rien en fait, hein. C'est que pour les entreprises, notre première étape, il y a du boulot en fait derrière. C'est-à-dire que est-ce que ce que vous délivrez, ça sort dans la rue dans les 3 ou les 5 ans à venir tel quel? Non, je suis désolé, malheureusement, jamais comme ça. Enfin, franchement, c'est très rare. Moi, ça m'est arrivé une fois, un projet, c'était pas Extrat, mais il y avait des Stratos dedans, qu'un projet étudiant aboutisse sur une maquette salon 6 mois plus tard avec un succès mondial. La maquette a fait le tour du monde pendant 4 ans, tous les salons. C'était vraiment génial. Ça m'est arrivé une fois. Le reste du temps, il faut se dire que il y avait des Stratos dedans, je te le dis. et c'est en grande partie grâce aux Stratos que ça a été un succès. Mais du coup, il y a un retravail derrière. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe encadrante du partenariat, elle rentre dans l'entreprise, et il n'y a pas que les gens qui ont suivi le partenariat qui doivent être au courant. Il faut recontacter tout le monde, représenter les choses. S'il n'y a pas des coups de cœur immédiats, des compréhensions immédiates, il faut passer du temps à réexpliquer, représenter l'idée. Et tout ça, en fait, ça va nourrir tout le monde. Et ça va nourrir plein de projets. C'est un bac d'idées qui est toujours là et qui ressort de temps en temps dans les avancements projets. Et ça finit par ressortir d'une manière ou d'une autre. Pas comme ça a été fait et imaginé, mais ça ressort. Franchement, Okay. Ça m'est jamais arrivé de voir un truc qui finit totalement à la poubelle. On n'a jamais vu. Laurent, comment ça se transforme chez toi ? C'est exactement ça en fait. Nous, au départ, on avait tendance à faire produire des sujets qui étaient intégrés dans notre roadmap et puis se considérer en fait qu'on allait les exploiter comme ça. Et en fait, il s'avère que on a un peu changé de fusil d'épaule avec Mélanie qui gère l'ensemble des relations écoles. On sait qu'on a des fenêtres de tir avec les écoles. Hein. En fait, on sait qu'il est possible de faire un projet long de 14 semaines avec Strat de telle date à telle date. Et maintenant, ce qu'on se dit, c'est qu'on va aussi caler notre roadmap en fonction des opportunités. Pour confier en fait le projet à Strat un peu en amont de nos propres réflexions. Et le caler, par exemple, si le projet long il est au premier semestre, mais nous, on va prendre la relève au deuxième semestre pour le traduire en une véritable offre qu'on va lancer sur le marché. Je pense que c'est plus efficace comme ça parce qu'effectivement, ça demande parfois d'aller un petit peu plus loin parce qu'il manque du temps ou certaines des contraintes industrielles ou de notre métier n'ont pas été suffisamment prises en compte, mais on ne demande pas à ce qu'elles soient prises en compte parce que sinon, on est contre ce qu'on disait tout à l'heure, la liberté et la créativité. Donc on s'en sert beaucoup plus, nous, maintenant, en amont pour réveiller nos propres équipes. Et c'est comme ça qu'on réutilise. Et effectivement, il y a cet effet bac à sable où on a des propositions qui ont été produites au fil de l'eau. Et nous, on sait toujours les ressortir quand on a des réflexions. Vous savez, quand on a des réflexions sur un quartier ou même sur un bâtiment, à chaque fois, en fait, on est un peu sur le sur-mesure. Donc, si on sent qu'une thématique ressort et qu'elle a été travaillée par des étudiants, on va dire, vous voyez, il y a 2 ans, on a eu des propositions, est-ce que ça vous intéresse ? Là, on nous dit oui, et après, c'est repris par les projets en eux-mêmes. Donc, on a 2 manières d'influencer, de reprendre des travaux, soit en travaillant sur des offres qui sont commercialisées sur le plan national, soit projet par projet à qui on donne les résultats des étudiants. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu nourris la question d'après, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un one-shot ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on y retourne ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de recommencer avec Strat ? Qu'est-ce qui fait que ça s'inscrit dans la durée ? On amène aux étudiants des thématiques issues de l'entreprise pour qu'ils puissent mettre en application leur savoir-faire dans leur projet à l'école.
pour se préparer à leur avenir. Et donc moi, c'est avant tout ça que j'essaye d'apporter aux étudiants. Et après, dans l'autre sens, ça ramène pour nous, comme on le disait, de la créativité, de l'originalité dans les projets, le fait de sortir des contraintes qu'on a au quotidien. Donc nous, c'est aussi un axe de liberté de pensée pour nous-mêmes en entreprise. Et donc c'est ça aussi qui donne envie de continuer. On voit que grâce à ça, nous-mêmes au sein de l'entreprise, on a cet œil renouvelé en permanence que peut-être d'autres collègues qui ne font pas ça n'ont pas. Et donc on sort aussi un peu du lot en entreprise grâce à ça et on est remarqué aussi pour ça, quoi. Moi je dirais c'est le succès. Je veux dire qu'il ait été large en interne dans l'entreprise ou qu'il soit resté presque au niveau de l'équipe qui encadre, si ça s'est bien déroulé, tous les succès, tout le monde a envie de les reproduire. Donc on recommence. Voilà, donc il y a ça. Au pire cas, même si c'est pas immédiatement reproduit, c'est cyclique. Il y a toujours, au bout d'un moment, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a toujours un qui lève la main et qui dit « pourquoi on ne fait pas appel à une école ?» On va rechercher, comme ce que je disais tout à l'heure, à nouveau du renouveau, un nouveau regard, un nouvel œil jeté sur nos problématiques. Est-ce qu'une école, c'est aussi un levier de transformation de la culture d'une entreprise ? Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'amener le design au bon niveau, de faire monter le design dans les instances dirigeantes d'une entreprise ? Je pense notamment à Laurent, dont la direction du design est relativement récente. Avant, il y avait une direction de l'innovation. Alors, je crois que les deux sont fusionnés finalement aujourd'hui. Mais c'est très intéressant en termes sémantiques de voir qu'il y a une direction du design et que tu es sans doute le premier dans ton secteur à afficher une direction du design. C'est lié sans doute à plein de choses, mais j'ai tendance aussi, mais peut-être que c'est arrogant de ma part, penser qu'il y a aussi une corrélation avec nos partenariats, avec la manière dont Strat a peut-être aussi contribué à éduquer les managers en interne au travers de projets. Qu'est-ce que tu dis à ça ? Alors oui, c'est vrai, notamment l'année dernière, en fait, où je me suis servi beaucoup des travaux de Strat pour les mettre en avant dans ce qu'on appelait un design lab. En fait, on a une opération d'urbanisme transitoire. En gros, c'est un grand projet sur un quartier où il y a plus de 800 logements à faire et on a mis un design lab qui était finalement de dire je dois remettre l'habitant au cœur de la conception de ce quartier. Et donc, on fait de l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire qu'on installe un bar, on installe des escape games, on ouvre le site à l'extérieur et on a mis un design lab pour prendre une partie de ce flux-là et le faire réfléchir à la ville de demain chez nous. Et on a beaucoup mis en avant les travaux de Strat, mais pour 2 raisons. 1, parce que je disais, c'est une approche complémentaire à celle de l'architecte et de l'urbaniste, mais aussi 2, parce qu'en fait, ce sont des jeunes et comme on produit la ville, qu'elle va arriver quand on a des projets de ce type-là dans 10 ans, on le produit aussi pour des jeunes. En fait, c'est les jeunes qui vont habiter plus tard dans ce projet-là. Et donc, si on n'a pas la voix de ces étudiants, et donc nous, ça nous a servi pour dire, regardez, ces travaux, là, c'est la voix de l'étudiant. C'est la voix de celui qui va habiter demain dans ces quartiers, donc il faut la prendre en compte. Et ça, c'est vrai que ça m'a aidé, moi, à pousser ce genre d'initiative, à pousser en fait les travaux de Strat qui ont été reconnus comme étant intéressants, interpellants. Et ça m'a aidé aussi à créer cette direction du design. J'ai une question là, abordée un peu sur la place de Strat dans l'écosystème en fait, des écoles de design, mais pas que, parce que vous êtes amené à travailler avec d'autres types d'écoles, avec des écoles plus spécialisées sur la tech, avec des business schools, avec des écoles d'ingé. Finalement, comment se situe Strat dans ce paysage, en tant qu'école de design, mais aussi en tant que Strat ? Et qu'est-ce que vous allez chercher plus spécifique chez nous, en fait ? Qui veut répondre ? C'est pas une colle. Non, après, moi, j'ai commencé un petit peu à répondre tout à l'heure à la question en avance, mais une fois de plus, c'est ce côté formel, conception, produit notamment, qui pour moi est une particularité. Je me suis souvent fait la réflexion de dire quand je travaille avec telle école, c'est super ce que j'obtiens. Quand je travaille avec celle-là, c'est super ce que j'obtiens. J'aimerais un entre-deux.
Et du coup, je me suis souvent dit, mais pourquoi ces deux écoles-là ne travaillent pas ensemble et que les étudiants se rencontrent et que chacun amène à l'autre la particularité de son école, la force que l'un a par rapport à l'autre pour monter tout le monde d'un cran. Ça serait intéressant. Bah, j'ai envie de faire réagir Morgane parce qu'il a un petit réacteur qui s'appelle l'Open Lab Design. Oui. Qui permet de faire des briques de complémentarité. C'est des choses qu'on pratique un peu avec l'Open Lab Design, puisqu'on s'autorise de temps en temps aussi à mettre 2 écoles ou 3 écoles ensemble sur un même projet. Donc effectivement, c'est un axe très intéressant. Je pense que pour nous, ça revient un peu aussi à la question d'avant. Déjà, Strat, c'est une école qui est historique dans ce réseau-là, puisque c'est dans les 3 ou 4 premières écoles qui étaient dans le réseau. Donc forcément on a une relation particulière avec Strat. Sur la question d'avant, en fait, les écoles pour nous, je pense, elles ont contribué avec votre directrice à amener cette nouvelle approche du design dans notre entreprise et notamment à centrer les choix, les décisions qu'on fait autour de l'expérience utilisateur et donc autour d'un retour de nos clients et de nos utilisateurs finaux sur nos produits et nos services. Et je pense que si on n'avait pas eu cet Open Lab Design, si on n'avait pas eu cette fraîcheur d'esprit en permanence, année après année, notamment dans les premières années où on a apporté l'UX au sein de Stellantis avec Saran, peut-être qu'on n'aurait pas été aussi bien accueilli, aussi remarqué dans l'entreprise. On n'aurait peut-être pas eu cette force qu'on a aujourd'hui quand on parle de l'UX au sein de Stellantis et même jusqu'à très haut, jusqu'à Carlos Tavares, c'est des choses qui ont percuté pour tous nos grands directeurs. Et donc je pense que le réseau Open Lab et donc forcément Strat en tant que partenaire historique dans cet Open Lab ont contribué avec tous les étudiants et tous leurs travaux à amener cette fraîcheur permanente et ce regard plutôt positif sur la démarche qu'on a voulu apporter et cette transformation du design dans l'entreprise de Stellantis. Et qu'on continue même encore à transformer au jour le jour, à renouveler et à étendre encore, puisqu'on passe maintenant à une dimension vraiment complètement internationale. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui encore avec les étudiants, je pense, nous aide à rester frais dans la tête, dans nos idées, et pas rester dans des a priori et s'autoriser de sortir un peu du rang de temps en temps. Et je pense que ça nous aide à diffuser ça aussi auprès de nos nouveaux collègues à travers le monde, des autres marques qu'on rejoint dans Stellantis, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil, une attente, quelque chose que vous auriez envie d'exprimer vis-à-vis des équipes de Strat? Des fois se dire, peut-être avoir les clés de Strat pour nous en tant qu'entreprise pour aller voir un peu ce qui s'y trame, parce qu'il y a quand même à chaque fois qu'on passe, il y a plein d'étudiants qui grouillent dans tous les sens, il y a plein de projets partout sur les tables, et ça c'est quelque chose de magique. On peut rien que passer dans les couloirs, déjà ça donne envie d'y rester. Donc ça c'est déjà énorme. Et de voir les étudiants qui ont tous le sourire, qui ont tous envie de faire des choses. Surtout ces 2 dernières années, où ça a été quand même des périodes un petit peu difficiles pour tout le monde, de voir ça, de vivre ça, c'est quelque chose de fantastique.